Les spécifications fonctionnelles détaillées, c'est en fait quoi? C'est un livrable. Donc c'est pas une phase, c'est un livrable et qui est fondamental dans la gestion de projet traditionnel, en cascade ou en V. Parce qu'un projet traditionnel, il a besoin de clôturer une phase pour passer à la suivante. On fait par exemple l'analyse, le cadrage. Le cadrage permet ensuite de faire la conception générale de la solution. Ensuite, on va faire la conception détaillée fonctionnelle. Ensuite, on va pouvoir faire la conception technique avec l'architecture par exemple. Ensuite, on va passer au développement à proprement parler de la solution, donc le développement du programme, le code. Les développeurs vont travailler à ce moment-là. Après, on va faire la phase de test. Et à la fin, on va faire la livraison du logiciel. Ça, c'est les modes de gestion traditionnels. Et bien, dans ce type de gestion de projet, pour passer d'une phase à une autre, c'est sanctionné par un livrable. Le livrable de la conception fonctionnelle sur les projets gérés de manière traditionnelle s'appelle les spécifications fonctionnelles détaillées. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un ou plusieurs documents qui décrivent chacune des fonctionnalités cibles de la solution. Donc, quand je dis chacune des fonctionnalités, c'est comment va réagir le logiciel, mais également quelles sont les règles métiers qui vous seront appliquées. Alors, je reprends l'exemple de la machine à café. Typiquement, quand vous mettez une pièce de 2 € et que le café il vaut 30 centimes, après la machine vous rend la monnaie. Elle ne va pas vous rendre des pièces de 5 centimes, sinon vous emmenez une énorme tirelire et vous mettez votre monnaie dedans. Non, et derrière il y a un programme qui va dire ok, tu prends d'abord les pièces les plus grosses, donc par exemple tu rends d'abord 1 €, après 50 centimes et après une pièce de 20 centimes. Voilà. Donc derrière il y a des algorithmes qui sont implémentés par des développeurs. C'est des règles métiers tout ça. De même, que se passe-t-il s'il n'y a plus de monnaie par exemple? La machine n'a plus de monnaie, elle va afficher un message. Attention, faites la point ou alors paiement en carte bancaire uniquement. Si jamais elle a bien de la monnaie mais qu'elle n'a que des pièces de 2 €. Pareil, peut-être un message, faites la point, etc. Donc ça, ce sont des règles métiers que vous allez, en tant que business analyst, décrire dans les spécifications fonctionnelles détaillées. Vous allez également décrire ce qu'on appelle des exigences non fonctionnelles. J'ai fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas m'étendre davantage. Allez regarder sur ma chaîne YouTube et tapez exigences non fonctionnelles, vous verrez, j'explique en détail. Il y a également un template que j'ai mis à disposition dans mon blog, vous pouvez le récupérer, ça explique ce que c'est exactement. Dans l'exemple de la machine à café, ça peut être la notion de rapidité. Bien entendu, si vous payez par exemple en carte bancaire, mettons que vous êtes à la gare et vous prenez un café, vous payez en carte bancaire, si jamais vous faites l'opération de paiement et que vous attendez 1 minute et que vous ne voyez toujours pas le café arriver, vous allez vous inquiéter, vous allez penser que vous êtes fait arnaquer par la machine. Et donc là, en fait, c'est une notion de rapidité, de réaction qui fait partie des exigences non fonctionnelles. Donc voilà, donc ça encore une fois je vous laisse regarder la vidéo que j'ai faite en parallèle, sinon on peut en parler un peu trop longtemps. Je ferai peut-être un live exprès pour répondre aux questions. Après, dans les spécifications fonctionnelles détaillées, vous retrouverez un document qui s'appelle le glossaire. Alors, je vous rappelle ce que c'est les licitations, c'est la collecte d'une information exhaustive, fiable et vérifiée. Ça veut dire que lorsque vous allez commencer à écrire un document, vous pouvez être sûr que dedans il y a des termes qui sont typiquement métiers et qu'il va falloir expliciter. C'est pas forcément clair et évident, ni pour quelqu'un qui ne connaît pas le métier, bien sûr. Donc, un développeur, par exemple, qui ne connaît pas le métier, on va devoir lui expliquer avec une définition précise ce que c'est que cette terminologie métier. Mais à contrario, il n'y a pas que les développeurs qui peuvent éventuellement, en lisant le document, avoir un problème de compréhension. Les gens du métier eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord sur ce que signifie le même terme. C'est très rigolo, parfois, quand on prépare le glossaire et qu'on va voir, on fait pas vraiment parfois des workshops pour expliquer tel ou tel terme qui peuvent être parfois très pointus et très complexes. Vous voyez vos subject matter experts, donc vos experts métiers, qui se battent presque parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux sur la signification de tel ou tel terme. C'est super important, pourquoi? Parce que derrière, si vous ne comprenez pas ce que c'est, forcément, vous ne décrivez pas correctement la fonctionnalité de la solution. Et c'est là qu'on retrouve des programmes qui ne fonctionnent pas comme il faut, ou lors des tests, les utilisateurs qui vont dire « mais c'est pas ça du tout que je veux, c'est pas mon besoin ». Donc le glossaire fait partie des documents qu'on adosse aux spécifications fonctionnelles détaillées. Donc le format, c'est un document écrit.
qui devrait être vraiment le plus explicite possible. Donc il y a des techniques pour écrire bien des spécifications fonctionnelles détaillées. C'est vrai que souvent, moi, quand j'arrive sur l'émission et que je vois des spécifications fonctionnelles détaillées, je dis rien pour pas vexer la personne, mais c'est souvent une prose qu'on ne comprend pas, que le développeur peut absolument pas comprendre ni s'approprier, et le développeur souvent il s'arrache les cheveux parce qu'il n'arrive pas à savoir comment il va organiser ses algorithmes, comment il va organiser ses classes, son programme. C'est comme si on lisait un roman, vous voyez, une spécification fonctionnelle détaillée, c'est pas un roman, c'est quelque chose d'hyper pragmatique, hyper concret, qui doit pas être ambigu, et donc pour ça il y a des techniques que je vous expliquerai sans doute dans un autre live. En tout cas, n'hésitez pas à rendre le document le plus explicite possible avec des diagrammes, de la modélisation. Une image vaut 1000 mots, comme on dit. Donc franchement, c'est super important de l'étoffer avec quelque chose de très visuel. Et puis aussi des maquettes. Alors n'hésitez pas à faire des maquettes. Il y a des logiciels qui sont super, comme Balsamiq par exemple, qui permettent par exemple de faire des maquettes de ce que sera un futur portail web. Là, pas besoin d'écrire les règles métiers, on le voit tout de suite, ça parle à tout le monde. Donc voilà, spécification fonctionnelle détaillée. Surtout, soyez concret, soyez visuel, et n'hésitez pas à mettre beaucoup de diagrammes et beaucoup d'illustrations. Donc pour résumer, la conception fonctionnelle détaillée, c'est une phase du projet. C'est une phase cruciale d'ailleurs de tout projet de système d'information, pendant laquelle le business analyst il réfléchit, il recommande et après il décrit très précisément ce que fera le logiciel cible. Les spécifications fonctionnelles détaillées, eh bien, c'est le livrable qui clôture la phase de conception fonctionnelle dans le cadre d'un projet géré de manière traditionnelle, waterfall ou V. Voilà, donc ce n'est pas les projets agiles qui n'ont pas de spécification fonctionnelle détaillée. La conception fonctionnelle pour les projets agiles passe par ce qu'on appelle plutôt le product backlog ou les user stories, qui sont d'ailleurs, les user stories peuvent être aussi utilisés dans la conception fonctionnelle de projets gérés de manière traditionnelle, mais sachez que voilà, dans les projets gérés de manière agile, il n'y a pas de spécification fonctionnelle détaillée.